Salut à tous, je suis Sarah Bia, étudiante en sixième année médecine et en tant que membre actif de la section d'enseignement d'Advitam Club, le club scientifique de la faculté de médecine de Tizi Ouzou, je partage avec vous cette synthèse de cours portant sur une introduction générale aux antibiotiques antibactériens. Elle est destinée aux étudiants en médecine dès la troisième année et aux professionnels de santé, ainsi qu'aux passionnés de biologie et de médecine. Ceci dans le cadre de notre activité de tutorat qu'appelons-nous Docerium au jargon de notre section. Ce travail a été mené par la supervision attentive du Dr Jarboa, pharmacien maître assistant en microbiologie. À l'issue de cette présentation, trois objectifs semblent essentiels à atteindre. Tout d'abord, savoir définir ce qu'est un antibiotique. Ensuite, connaître les propriétés clés des antibactériens tout en soulignant leur importance dans la lutte contre les infections. Enfin, acquérir une maîtrise de la classification des antibactériens qui est la partie la plus importante car elle vous aidera à mieux saisir comment et pourquoi certains antibiotiques sont utilisés dans des situations bien spécifiques. Le plan élaboré pour traiter notre thème est comme suit. Premièrement, nous verrons une définition simple des antibiotiques antibactériens. Juste après seront citées une à une les propriétés de ces molécules. Puis viennent les différentes familles d'antibiotiques. Et à la fin, un take-home message vous attend. Les antibiotiques sont des substances naturelles ou synthétiques ayant la capacité d'agir sur des bactéries, soit en les tuant, et là on parle de pouvoir bactéricide, soit en inhibant leur prolifération, ce qu'appelle-t-on effet bactériostatique. Tout ça à faible concentration tolérée par les cellules de l'organisme infecté, qui est requise afin de les protéger d'une éventuelle toxicité. À présent, nous verrons les propriétés pharmacologiques qui rendent les antibiotiques une classe thérapeutique unique à usage bien codifié. À leur tête trouve-t-on la toxicité sélective résumée en un rapport de la dose toxicalote sur la dose thérapeutique antibactérienne et qui varie d'une famille à une autre. La seconde propriété, quant à elle, consiste en le fait que chaque famille d'antibactériens, si ce n'est pas chaque molécule, agit sur un ou plusieurs types de bactéries, et on parlera de spectre d'activité. S'ils agissent sur plusieurs bactéries différentes, ceci qualifie le spectre de large, tandis que si l'action se limite à un petit groupe de bactéries, c'est un spectre étroit. La troisième propriété est la pharmacodynamie que j'ai dû citer en définition. J'en rajouterai qu'un antibiotique bactéricide agit à des concentrations minimales abrégées CMB proches des concentrations minimales inhibitrices ou CIB. Cela signifie qu'un antibiotique bactéricide est tellement puissant qu'une très petite concentration suffit à non seulement inhiber la croissance des bactéries, mais aussi à les tuer, d'où privilégie tant sa prescription en cas d'infection grave autant qu'en cas d'immunodépression. À l'instar de tout médicament, les antibiotiques ont des effets indésirables potentiels, essentiellement d'ordre allergique d'expression surtout cutanée, d'ordre toxique au niveau des différents organes, et enfin le déséquilibre du microbiote étant à l'heure actuelle parmi les effets les plus redoutés et compliqués à prendre en charge. Encore une autre propriété qui est assez caractéristique des molécules antibactériennes, désignée par la possibilité d'en combiner plusieurs. Et cette combinaison va avoir comme objectif d'éviter l'émergence des résistances en réduisant les chances que les bactéries en développent, d'obtenir une bactéricidie accrue. Cette combinaison de plusieurs molécules améliore leur capacité à tuer les bactéries en ciblant à la fois différentes voies que nous étalerons un peu plus tard. Et enfin, élargir le spectre, ce qui signifie que nous pourrons combattre une plus grande variété de bactéries, ce qui est particulièrement utile dans les infections polymicrobiennes. Divers effets s'obtiennent grâce à une association d'antibiotiques dont la synergie qui est toujours recherchée et se produit lorsque l'effet combiné des molécules est supérieur à la somme de leurs effets individuels. Ensuite, l'effet à absolument éviter est l'antagonisme, car ici l'effet de l'association est bien inférieur à la somme des effets séparément. Je citerai également deux autres effets. L'addition où l'effet de l'association est exactement égal à la somme des effets individuels.
En d'autres termes, il n'y a ni avantage ni désavantage à faire la combinaison. Et il y a aussi l'indifférence, le cas où l'effet de l'association équivaut à celui de l'antibiotique le plus puissant, ce qui signifie que la présence de l'autre antibiotique n'a pas le moindre impact significatif. La dernière propriété des antibactériens est le résultat même d'une propriété de leur cible qui est la résistance bactérienne avec ces deux types. Résistance naturelle ou innée d'un côté et résistance acquise de l'autre. La première existe dès la découverte de l'antibiotique et s'explique soit par l'absence de la cible chez l'agent bactérien tout simplement, soit par une préexistence de mécanismes de résistance. C'est pourquoi la réalisation d'antibiogrammes est quasiment inutile. L'acquise, quant à elle, correspond à la situation où des bactéries développent une capacité à survivre et se multiplier en présence même de l'antibiotique qui leur est habituellement toxique. En effet, c'est ce type de résistance qui est détecté par les tests antibiogrammes. De manière générale, parler de famille d'antibiotiques, c'est parler de mécanismes d'action existants. Par ailleurs, les antibiotiques peuvent inhiber la synthèse d'une paroi bactérienne, comme ils peuvent inhiber l'usine productrice de protéines bactériennes, ou voire même l'inhibition de la synthèse des acides nucléiques ou ADN. Je commence par parler des antibiotiques inhibiteurs de la synthèse des parois bactériennes dont il y en a plusieurs. Les bêta-lactamines, les glycopeptides, les acides phosphoniques et enfin les polypeptides qui, comme le montre ce présent tableau, possèdent absolument les mêmes caractéristiques. Ils sont tous bactéricides, inactifs sur les anaérobies, incapables de diffuser à l'intérieur de la cellule hôte pour pouvoir agir sur les bactéries intracellulaires, et aucun d'eux n'est protégé. D'ailleurs, les antibiotiques protégés constituent une stratégie de lutte contre les résistances bactériennes et consistent à réserver l'usage de certains antibiotiques pour les infections les plus graves et les plus résistantes. Détaillons un peu les bêta-lactamines qui sont très importants à connaître car ils restent quand même les antibiotiques les plus utilisés et surtout en première intention. Une structure chimique de base leur est commune, tout comme leur mode d'action, consistant en la liaison des penicillin binding proteins, des enzymes participant à la synthèse du peptidoglycane. Résultat, la bactérie n'aura plus de paroi et se videra de son contenu. De ce mode d'action découle la modification de ces enzymes liant les pénicillines comme principal mécanisme de résistance, surtout connu pour le staphylocoque aureus résistant à la méticilline, abrégé SARM, pour toute sous-classe et génération de bêta-lactamines confondues. Et en parlant de principaux effets secondaires de cette classe, il s'agira de réactions immunoallergiques et d'un notable impact sur le microbiote. À la tête des bêta-lactamines trouve-t-on les pénicillines largement connues par la population mondiale. Les pénicillines sont classées en pénicillines naturelles et en pénicillines hémisynthétiques. Les naturelles abritent la benzylpénicilline, communément appelée pénicilline G, et la phénoxyméthylpénicilline, qui en est un dérivé. Ces deux-là sont les premières bêta-lactamines découvertes accidentellement dans Penicillium notatum par M. Alexandre Fleming, et dont l'indication majeure est le traitement des infections à streptocoque biogène. Quant aux hémisynthétiques, dont la production est justifiée par la recherche d'une amélioration de la classe naturelle en termes de spectre comme en termes d'efficacité. Et là se trouvent les pénicillines M qui agissent sur le staphylocoque sensible à la méticilline, en plus des autres grains positifs. Les pénicillines A étendent leur spectre un peu plus loin pour atteindre quelques grammes négatifs. Après viennent les carboxypénicillines qui, en plus du spectre des péni A, viennent agir sur une bactérie particulièrement fréquente en milieu hospitalier, le Pseudomonas aeruginosa. Et enfin, les uriédopénicillines représentées par la pépéracilline. À propos des céphalosporines, il faut noter qu'elles sont toutes à large spectre d'activité et qu'elles ont connu pas mal de progrès et ont permis de les classer en générations de plus en plus efficaces contre des germes résistants.
La troisième génération étant la plus utilisée en intra-hospitalier, je citerai à titre d'exemple le cifotaxime administré en perfusion et la ceftriaxone dont une seule injection par voie intramusculaire quotidienne suffit. L'ertapenem, encore des molécules à usage hospitalier, on y trouve l'ertapenem actif surtout sur les entérobactéries comme l'Escherichia coli et Klebsiella, et l'imipenem qui n'est disponible qu'en association avec la silastine, un inhibiteur compétitif de l'enzyme rénale qui métabolise et donc inactive l'imipenem. Ces molécules s'utilisent contre les bacilles négatifs producteurs de bêta-lactamase à spectre élargi, abrégé BLSE. Et en parlant de bêta-lactamase, des inhibiteurs ont été conçus et synthétisés à leur encontre et qui ont permis ainsi de réduire un certain taux de résistance bactérienne. À titre d'exemple, il y a l'acide clavulanique et le tazobactam qui sont dépourvus de toute activité antibiotique propre. Leur tâche consiste précisément à lier les bêta-lactamases de façon irréversible, libérant ainsi la voie aux bêta-lactamines pour fixer les protéines liant les pénicillines et donc continuer d'agir. À titre illustratif, au cours des infections pulmonaires, l'augmentant est souvent prescrit. Il s'agit en fait d'une association de l'amoxicilline à l'acide clavulanique. Les glycopeptides sont également des molécules inhibitrices de la synthèse de parois bactériennes. Elles sont à haut point moléculaire, ce qui signifie pas d'absorption digestive possible. Elles sont alors uniquement injectables, sauf pour la colite pseudomembraneuse à Clostridium difficile, où on va en fait boire cette forme injectable car elle a une action locale dans le tube digestif contre la bactérie. Vancomycine et teichoplanine appartiennent à cette classe. Elles possèdent un spectre étroit et n'agissent que sur les grammes positifs. Pourquoi? Eh bien, ces molécules sont beaucoup trop grosses pour pouvoir traverser les porines, qui sont un passage obligatoire à traverser pour pénétrer une bactérie gram négative et détruire sa paroi. Et voici une illustration d'une authentique résistance bactérienne naturelle vis-à-vis d'un antibiotique. Les glycopeptides sont souvent utilisés contre le SARM et aussi contre le pneumocoque à sensibilité diminuée aux pénicillines et enfin contre Enterococcus faecium résistant aux bêta-lactamines. Leurs principaux effets secondaires dose-dépendants sont la néphrotoxicité, d'où nécessité d'adapter la posologie à la fonction rénale, et l'autotoxicité manifestée par des vertiges ou des acouphènes, voire même par une surdité, raison pour laquelle une surveillance clinique s'impose, et la réalisation d'audiogrammes fréquemment. Enfin, une toxicité un peu spécifique est attribuée à l'avant-goût, nommée le Redman syndrome, qui est une réaction anaphylactoïde grave. Nous arrivons aux acides phosphoniques représentés par la phosphomycine. La phosphomycine est le traitement de base des infections urinaires de type cystite chez la femme, via une prise orale unique de 3 grammes le soir. Et notez bien que c'est l'unique indication de phosphomycine seule non associée et que les phosphomycines sont toujours utilisées en injectable et associées à d'autres antibiotiques, notamment pour traiter les infections ostéo-articulaires ou neuroménagées à staphylocoque et à germes multirésistants. Et puis en termes de posologie prescrite, il faudra tenir en compte la clairance rénale vu que la phosphomycine n'est pas métabolisée et elle est éliminée dans les urines sous sa forme active. Un dernier point à prendre en considération concerne les troubles hydroélectrolytiques inhérents à la phosphomycine. Cette dernière apporte beaucoup de sel, soit une hypernatrémie, et augmente la kaliurèse, justifiant l'intérêt de la surveillance du ionogramme sanguin. Je clôt la famille des toxiques de parois bactériennes avec un mot sur les polypeptides. Les polypeptides, dont l'action cette fois-ci ciblée sur les lipopolysaccharides de la membrane externe, et qui dit membrane externe dit gram négatif. Et là, on déduit vite que les bactéries gram positifs y sont naturellement résistantes. Dans cette classe, seules 3 molécules sont utilisées en médecine humaine. Les polymyxine B, sous forme de collyre pour les infections oculaires, les polymyxine E ou colistine, administrées en parentérale car non résorbées par voie pérosse,
pour traiter les infections aux bacilles gram-négatifs multirésistants, à leur tête la cyanidobactère, souvent opportuniste chez les patients hospitalisés. Et enfin, la bactéracine. Quant aux effets secondaires, ils sont principalement décrits pour la colistine, dont une toxicité rénale réversible vu son élimination rénale, encore une fois sous forme de prodrogue, ainsi qu'une toxicité neuromusculaire qui reste quand même exceptionnelle. Il faut garder en tête que l'index thérapeutique des polypeptides est étroit, ce qui requiert une surveillance rigoureuse après son administration. La seconde famille que nous verrons est celle des inhibiteurs de la synthèse protéique. Regroupés dans le présent tableau, à leur tête ce qu'appelle-t-on le groupe MLS pour macrolides, lincosamides et synergestine. Ensuite, les phénicolés, une classe d'antibiotiques assez particulière puisqu'ils sont protégés en Algérie. On voit figurer également les aminosides, les cyclines et enfin les fusidanines. Petite remarque, les aminosides semblent faire exception dans la famille et sont en premier lieu bactéricides. Et d'ailleurs, on voit à leur côté les synergestines et les fusidanines à forte dose. Et en second lieu, les aminosides sont les seuls dépourvus d'action anti-anaérobie stricte et de diffusion intracellulaire car ils sont chargés positivement. Commençons par les antibiotiques du groupe MLS qui partagent un même mécanisme d'action sur le riposome bactérien, de manière à inhiber la production de protéines essentielles à la croissance et à la reproduction bactérienne via un mécanisme d'encombrement stérique. Les macrolides portent leur nom car composés d'un macronoyau. Le spectre des macrolides se limite aux gram-positifs et ils sont scindés en deux sous-classes, les anciens macrolides bactériostatiques et les nouveaux macrolides bactéricides. À la tête des anciens macrolides, l'érythromycine, en plus de l'aspiramycine, prescrite en prophylaxie des méningites à méningocoques et chez la femme enceinte pour traiter la toxoplasmose. Du côté des nouveaux macrolides se trouvent la clarithromycine et l'azithromycine, utilisés surtout dans le traitement de la fièvre typhoïde et les diarrhées du voyageur dues au bacille gram-négatif. Parmi les effets indésirables, notez surtout l'allongement du QT et le risque potentiel de surdité. Les lincosamides, quant à eux, sont caractérisés par un large spectre d'activité et sont connus pour leur performance notable contre les germes toxinogènes. Je cite l'exemple des infections cutanées à staphylocoque. La clindamycine, chef de file, est pourvoyeuse en cas de prise excédant les 10 jours de la redoutable colite pseudomembraneuse à Clostridium difficile et également de réactions cutanées allergiques plus fréquemment chez les patients au profil VIH positif. Les synergestines résultent de la combinaison de molécules naturelles et elles doivent leur nom au fait qu'elles agissent de manière synergique. Elles sont actives sur les grammes positifs et plus encore, 95% des SARM y sont sensibles. Comme molécule dans cette classe, je cite la pristinamycine utilisée pour les infections cutanées au SARM et la virginamycine. Les phénicolés sont des antibiotiques efficaces contre une grande variété de bactéries à gram positif et à gram négatif. Ils incluent principalement le chloramphénicol et le thiamphénicol. Une particularité assez essentielle à retenir au sujet des phénicolés est leur réservation stricte au traitement de la fièvre typhoïde, vu leur considérable résorption dans les tissus lymphatiques, qui sont le site préférentiel de multiplication de Salmonella typhi. Une autre raison de l'usage limité des phénicolés, si on peut la considérer ainsi, est le risque imminent d'aplasie médulaire. Les aminosides à spectre d'activité large mais efficace surtout contre les bactéries gram-négatifs. À la différence des autres antibiotiques de cette famille, qui se contentent simplement d'inhiber la synthèse protéique, les aminosides, eux, la perturbent en provoquant une lecture erronée de l'ARN messager, conduisant à une fragilité structurelle incompatible avec la vie de la bactérie.
et c'est ce qui explique en fait la bactéricidie des aminosides. Une résistance naturelle vis-à-vis des aminosides est notée chez les anaérobies d'une part, qui s'explique par l'absence du canal dépendant de la chaîne respiratoire permettant l'entrée des aminosides chargés positivement, et d'autre part chez les streptocoques dotés des aminoglycosides modifying enzymes qui, comme leur nom l'indique, modifient et donc inactivent les aminosides. L'indication la plus connue des aminosides est le traitement d'infections graves, notamment les bactériémies, en association avec d'autres antibiotiques, le plus souvent les bêta-lactamines. Quant aux molécules, je cite la gentamicine et l'amicacine à usage réservé aux infections liées aux soins, qui sont des infections que l'on attrape pendant ou après soins médicaux reçus, que ce soit à l'hôpital ou à domicile. Et enfin, la streptomycine, principalement utilisée pour traiter la tuberculose. Les complications les plus courantes liées à l'utilisation d'aminosides sont une ototoxicité par atteinte du nerf auditif ou par atteinte vestibulaire. Une néphrotoxicité peut également se voir. Ces complications peuvent être réversibles ou pas, et leur survenue dépend de la durée du traitement, de l'âge du patient et bien sûr de sa fonction rénale. Un mot sur les cyclines. Les cyclines qui, même avec un spectre d'activité étendu, sont souvent confrontées à une forte résistance bactérienne. Parmi les molécules faisant partie des cyclines, on note la doxycycline, prescrite pour traiter la brucellose, la syphilis et certaines formes d'acné, vu ses propriétés anti-inflammatoires. La limcycline, principalement utilisée au cours des infections cutanées et oculaires avec une posologie plus importante pour l'acné. Et enfin, la minocycline, elle, est particulièrement efficace contre des infections causées plutôt par des bactéries intracellulaires et atypiques, comme la pneumonie à mycoplasma, la fièvre adétique à rickettsia. Un effet indésirable est souvent signalé avec cette classe qui est une intolérance digestive. Et en parlant justement de digestion, il est déconseillé de prendre une cycline avec des produits laitiers, car s'avère-t-il qu'ils sont des chélateurs de calcium. Les fusidanines, elles sont des molécules, ce sont des molécules dont la structure est naturelle et ressemble à celle du cholestérol. Leur spectre ne s'étend pas au-delà des grammes positifs et d'ailleurs ils sont considérés comme des antistaphylocoques majeurs, y compris le sein bien entendu. En fonction du siège de l'infection et de sa gravité, plusieurs formes galéniques existent. Tout d'abord, l'entérale et la parentérale auxquelles on a recours en cas d'infection sévère à sarne, puis la forme topique dont la plus connue est la fusidine en pommade. Mais sachez qu'au cours d'une infection cutanée sévère, soit par sa profondeur ou son étendue, ou même qui ne s'améliore guère sous fusidine seule, cette dernière doit s'associer à un autre antistaphylocoque, car des situations pareilles semblent nécessiter une approche thérapeutique plus agressive. On arrive à la dernière famille d'antibiotiques, celle des inhibiteurs de synthèse d'acide nucléique, avec 3 niveaux différents d'action. Comme fait pour les précédentes familles, voici un tableau récapitulatif où sont listées les molécules en question. D'abord, les rifamycines protégées et les sulfamides, qui sont toutes les deux bactériostatiques. Ensuite, les quinolones et les dérivés nitrés, qui sont bactéricides. Tous diffusent en intracellulaire et ont tous, à l'exception des quinolones, une action anti-anaérobie. Nous débutons avec les rifamycines, molécules à large spectre d'activité avec effet bactéricide notable contre les germes intracellulaires tels que le bacillocoque et les brucelles. Comme forme galénique, nous trouvons les rifamycines en collyre, ainsi que la forme systémique destinée exclusivement au traitement de la tuberculose. Les quinolones, une classe d'antibiotiques répartie en 3 générations. Chaque nouvelle génération de quinolones possède un spectre de plus en plus large ainsi qu'une diffusion et une tolérance de plus en plus meilleure.
L'usage des fluoroquinolones de première génération est devenu moins fréquent de par leur spectre étroit au gramme négatif et leur très faible diffusion tissulaire. Et de ce fait, notre attention sera plutôt focalisée sur la deuxième, troisième et quatrième génération. Ainsi, les fluoroquinolones de seconde génération, comme la ciprofloxacine et l'ofloxacine, sont particulièrement efficaces dans le traitement des infections systémiques, ce qui justifie leur appellation. Ensuite, les fluoroquinolones de troisième génération ou fluoroquinolones respiratoires, tels que la lévofloxacine, sont des antipneumocoques résistants à l'amoxicilline. Et enfin, une quatrième génération, efficace contre une gamme plus large de bactéries, y compris les anaérobies, figurent la moxifloxacine et la trovafloxacine. Comme effet secondaire majeur est décrite une manifestation neuropsychiatrique et deux contre-indications sont à connaître, la grossesse et l'âge inférieur à 15 ans de par la toxicité des fluoroquinolones sur le cartilage de conjugaison. Les dérivés nitrés, comme chef de file le fameux metronidazole qui connaît comme indication de première intention les infections aux bactéries anaérobies. On lui décrit également un effet antiparasitaire moindre, comme dans le cas d'amybose, de giardiose ou même de trichomonose. En ce qui concerne les inhibiteurs de la voie des folates, ces derniers font référence au mécanisme d'action des sulfamides par inhibition du précurseur de l'acide folique, la thymidine, empêchant par conséquent la synthèse d'ADN. Les infections fongiques et parasitaires, notamment la pneumocystose chez l'immunodéprimé, à côté des infections des voies urinaires, constituent les indications thérapeutiques majeures des sulfamides. En termes de molécules, je cite la sulfadiazine, la sulfapyridine, le sulfafurazole et le sulfaméthoxazole. Ce dernier, qui est bactéricide quand utilisé seul, contrairement à son association qu'on détaillera sous peu. Ce qu'un prescripteur craindrait à l'usage des sulfamides est la survenue d'une nécrose épidermique telle que le syndrome de Stevens-Johnson. L'association triméthoprime-sulfaméthoxazole, également désignée par cotrimoxazole, semble avoir un identique mécanisme d'action que les sulfamides du moment qu'elle en contient un. En dépit de l'étendue du spectre, un risque accru de résistance existe. Pas mal d'effets indésirables sont décrits à leur tête des réactions immunoallergiques. Et puis le cotrimoxazole traite diverses infections bactériennes et parasitaires. Je cite une petite particularité concernant la pneumocystose et la toxoplasmose cérébrale, infection opportuniste par excellence très fréquente chez les personnes atteintes de VIH, chez qui le cotrimoxazole sert également de prophylaxie ou primaire ou secondaire selon le stade de la maladie. Je termine par cette slide faisant office de message clé à retenir. En premier lieu, les antibiotiques sont des agents chimiques conçus pour agir de manière spécifique sur les processus vitaux de leur cible bactérienne, que cela concerne la synthèse de la paroi cellulaire ou la synthèse protéique, voire même la réplication de l'ADN. En second lieu, un grand intérêt pratique est attribué à la maîtrise des propriétés des antibactériens, puisque leur indication thérapeutique tient majoritairement compte de l'effet des associations ainsi que des résistances bactériennes émergentes. En dernier lieu, retenez que malgré leur capacité à traiter efficacement les infections, l'usage de ces antibiotiques doit être soumis à une grande rigueur afin d'éviter de finir dans l'épouvantable impasse thérapeutique. Et voilà, on arrive à la fin de cette synthèse de cours à travers laquelle j'ai veillé à vous offrir une vue d'ensemble cohérente au sujet des antibiotiques antibactériens. J'espère que désormais vous possédez en tête les grandes lignes et surtout que vous arriviez à apprécier la valeur pragmatique des principes théoriques abordés. Je vous remercie.